Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité, l'actualité, notamment en Europe, particulièrement aussi en France, et qui est en lien avec l'Algérie. On y revient ce soir. Ce sont les législatives suite à la dissolution, le 9 juin dernier, dans le cadre de ces européennes, le président français Emmanuel Macron qui a dissous l'Assemblée, donc élection et campagne anticipée. Le premier tour a eu lieu hier pour ces législatives. Ce que je vous propose, c'est sur ce premier dessin, cette première image, voilà, de revenir avec ces résultats officiels tombés transmis par le ministère de l'Intérieur en France, 33,15% pour le Rassemblement national et ses alliés, c'est-à-dire notamment Éric Ciotti, un président des Républicains, qui a demandé à faire alliance avec le Rassemblement national. Mais vous allez voir qu'un peu plus bas, les Républicains sont quand même restés en solo avec un résultat de 10,23%. Mais entre les deux, il y a bien évidemment le nouveau Front populaire, PS, PC, Glucksmann et Place publique, et puis la France insoumise et Mélenchon, bien évidemment, avec 27,99%. Ensemble, la majorité présidentielle ici avec un peu plus de 20%. Voilà pour ce premier graphique. Ils étaient donc près de 40%, près de 49 millions hier à aller se rendre dans les bureaux de vote. Et on va essayer de revenir avec nos invités dans quelques instants sur ce scrutin. Ce n'est pas nouveau. Tout de même, sur ces images qui vont suivre, 2017, regardez le résultat des législatives, notamment en 2017, vous allez voir que déjà à l'époque, 8 sièges, 8 députés pour Marine Le Pen, avec 13,20% au premier tour et 8,75% au deuxième tour, député élu 8. Sur le second schéma qui va suivre, c'était les législatives suivantes, c'était en 2022, après l'arrivée au pouvoir pour un deuxième mandat d'Emmanuel Macron. Eh bien, le Rassemblement national arrive avec 89 députés. C'est pour vous dire que rien n'est nouveau. Certains parlent d'un séisme, d'un volcan qui a fait éruption, mais nous allons certainement comprendre, mais surtout pourquoi ce Rassemblement national, dans une première partie d'émission avec nos invités, prend de plus en place. Alors, il y a aussi les européennes. Sur cette image, les européennes 2024, c'était les dernières qui ont généré notamment cette dissolution. Le Rassemblement national ici, et plus le Front National, c'est le même parti avec Jordan Bardella, 31,37%. Voilà donc ces résultats, ce qui a donc le soir du 9 juin, a permis l'annonce du président français qui a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Sur cette deuxième image, nous sommes en 2019 ici sur les européennes, et vous allez voir aussi que le Rassemblement national arrive aussi en tête avec 23,31%. C'est pour vous dire que rien n'est nouveau. C'est un parti tout de même qui prend de plus en plus de place. Donc, avec nos invités, ce soir, nous allons revenir un peu sur ces législatives dans un premier temps. Et surtout, nous allons essayer de comprendre si le Rassemblement national avait la majorité absolue. Selon les sondages, mais je crois que tout le monde l'a compris, que le Rassemblement national aura un certain nombre de sièges la semaine prochaine à hauteur de 200, peut-être 250 sièges. Pour avoir la majorité absolue en France, c'est au moins 289 sièges sur 577 députés. Certainement, donc il n'y aura pas de majorité absolue, mais peut-être une relative. Et nous allons essayer justement de comprendre si Jordan Bardella arrivait à gouverner, à diriger le gouvernement en France en coalition avec Emmanuel Macron. Quelles seraient les conséquences pour notamment l'immigration, pour les Français d'origine étrangère, pour les étrangers aussi qui vivent en France, pour ceux qui sont malheureusement dans des difficultés administratives particulières, quelles sont les conséquences pour la diaspora aussi, qui parfois se retrouve, c'est le titre de l'émission, on va en parler dans une deuxième partie, qui se positionne entre l'enclume et le marteau, c'est-à-dire qui est parfois mal accueilli, mal perçu par le pouvoir en place, pas par l'Algérie, c'est pas pareil, mais par le pouvoir à El Mouradia actuellement, notamment autour d'Abdelmadjid Tebboune, président aujourd'hui, et puis le Rassemblement national et cette France qui se
droitise et qui devient de plus en plus à l'extrême. Brahim Younsi, bonsoir, bienvenue, cadre du MDA, analyste politique, longtemps journaliste. Bonsoir, cher Brahim. Bonsoir, merci pour l'invitation de nouveau et je salue les téléspectateurs ainsi que les invités qui sont là. Merci, Brahim Younsi, d'être avec nous. Hassan Hiresh est avec nous aussi, docteur en économie, écrivain. Je salue la mémoire de Slimane Azem. Je rappelle que vous avez publié il y a quelques semaines donc, un ouvrage autour de la mémoire et de l'œuvre de Slimane Azem. Voilà, comme je dis toujours, celui qui écrit est éternel. Merci d'être là, Hassan Hiresh. Bienvenue. Merci à vous, merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent, nous écoutent, à votre équipe, et je salue mon ami Brahim Younsi et d'autres invités que je ne sais pas encore qui sera sur votre plateau. Il est avec nous, en tout cas en direct d'Algérie, puisque vous l'avez compris, on va avoir vos avis un peu sur ce premier tour, mais aussi nous allons comprendre un peu la position des Algériens et des Algériennes en France. Ont-ils voté? Pourquoi n'ont-ils pas voté si c'est le cas selon vous? Et puis quelles conséquences aussi pour cette diaspora qui à un moment donné va se retrouver un peu entre les deux pouvoirs. Asdine Toumi, bonsoir. Asdine Toumi, opposant, militant politique, qui va venir nous rejoindre. Brahim Younsi, je vais commencer avec vous. Vous en avez vu vous en avez lu aussi des élections, des scrutins. Vous en avez vu des résultats s'afficher à la télévision algérienne, à la télévision française, maintenant depuis plusieurs années. Hier à 20h, Brahim Younsi, en voyant ce résultat, d'abord, vous êtes surpris? Pour vous, c'est normal, c'est la conséquence de quoi? D'une abstention, la conséquence d'une politique de gauche qui n'est pas à la hauteur, d'un président Macron peut-être, mais pas que lui, qui aussi n'a pas été à la hauteur. Quelle est votre analyse de ces résultats de ce 30 juin et législative française? Je salue d'abord mon ami Hassan. Il connaît aussi bien que moi la France parce que je crois que nous étions arrivés au même moment. Dans ce pays. Et il connaît très bien la politique française. Je crois que il était un secret pour personne depuis quelques années déjà que le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National, allait parvenir à un moment ou à un autre au pouvoir. Ces résultats électoraux progresser favorablement pour lui, d'élection en élection. C'est dire que la crise sociale, parce qu'il y a une crise sociale en France, malgré une économie, il faut le dire, florissante depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir. Mais la crise sociale aujourd'hui touche des franges entières de la population française, à cause aussi, il faut le dire, du Covid et d'autres raisons aussi. Hassan Hirsch l'expliquerait beaucoup mieux que moi parce qu'il est économiste. Mais la question qui se pose, me semble-t-il, c'est que le Rassemblement national aujourd'hui a trois sujets qu'il veut absolument mettre sur la table et combattre. Et nous le savons. C'est d'abord l'immigration. Et l'immigration de façon globale et l'immigration dite clandestine essentiellement. Et bien entendu, la forte présence de l'islam en France qui s'exprime et qui se manifeste de plus en plus parce qu'il y a une communauté française musulmane et dans cette communauté française musulmane, il y a beaucoup de binationaux qui ne sont pas seulement algériens. Beaucoup sont maghrébins, franco-marocains, franco-tunisiens, mais il y a aussi beaucoup d'orientaux, franco-libanais, franco-syriens, etc.
il y a beaucoup de binationaux musulmans, des Africains aussi, franco-maliens, etc., etc. Mais donc, il y a beaucoup de musulmans en France qu'on n'évalue pas encore parce que le recensement est interdit de recenser les gens par leur religion, mais on les estime à plus de 3 500 000, 4 millions de franco-musulmans, franco-musulmans, disons, qui ont acquis la nationalité française. Et cela pose beaucoup de problèmes du point de vue, bien entendu, du Rassemblement national. Mais il y a aussi les résidents musulmans en France qui, eux, sont aussi nombreux. Leur nombre est important et les résidents, les étrangers musulmans en France sont aussi visés, et surtout eux, sont aussi visés par la politique migratoire on va y revenir, du Rassemblement national. Mais il y a aussi tous les clandestins, tous ceux qui n'ont pas de papier, auxquels on ne donne pas de papier, et y compris parmi la communauté algérienne qui est fort nombreuse. Or, la communauté algérienne, nous reviendrons certainement tout à l'heure avec Hassan qui connaît très bien ces sujets, sur l'accord qu'on veut absolument abroger, que l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Drioncourt, qui serait, selon certains lui dire, le prochain, c'est bien entendu le Rassemblement national accédé au gouvernement, accédé au pouvoir, qui serait le prochain ministre des Affaires étrangères. Je veux parler de Xavier Drioncourt, qui veut remettre, et c'est lui qui avait posé, un des premiers qui avait posé ce problème, c'est l'abrogation de l'accord du 27 décembre 1968. Et cet accord du 27 décembre 1968 donne beaucoup d'avantages aux Algériens, y compris aux Algériens qui sont dans la clandestinité, dès lors qu'ils ont un travail ou qu'ils fondent une entreprise. On va y revenir, Brahim Younsi, dans un deuxième temps. Vraiment, c'est un point important ce soir. Mais je voudrais d'abord, on va saluer Asdine Toumi. Asdine Toumi, bonsoir et bienvenue, opposant, militant politique. Vous êtes en Algérie. Bonsoir à Sihirish, bonsoir à Sibrahim, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci pour votre invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. C'est réciproque. Merci d'être là. Donc, je disais, dans un premier temps, on va essayer de décortiquer un peu d'abord la situation politique en France sur ces législatives pour juste derrière, effectivement, en découdre un peu sur les différents éléments que vient de donner en introduction aussi Brahim Younsi. On écoutera tout à l'heure Jordan Bardella, aujourd'hui patron du RN, parler notamment du droit du sol, de l'immigration, des sanctions. Et puis, on évoquera aussi les accords de 68. Mais serait-ce que le climat aussi, on va en parler de ce climat. Est-ce que demain, s'il y avait un gouvernement du Rassemblement national, est-ce que voilà, tous ces Français d'origine étrangère, on les a cités ce soir, seraient frustrés dans un climat un peu d'une certaine peur ou de violence. Hassan Herash, je viens à vous maintenant. Merci d'être là. Ces résultats hier, près de tout de même pas mal de votants hier soir, sur un chiffre important, unique depuis 40 ans, un peu plus de 63% sont allés voter hier sur les 49 millions et des poussières de votants en France. Hassan Herash. Oui, tout à fait. Nous assistons à une période assez exceptionnelle qui qualifiée par plusieurs observateurs de période historique, parce qu'effectivement, il y a plusieurs éléments en jeu. D'abord, cette participation massive à des élections législatives, ce qui n'est pas le cas depuis plusieurs décennies, et puis la prise de conscience des enjeux aussi bien nationaux qu'internationaux, et l'irruption de la jeunesse française qui massivement a voté cette fois-ci, et donc a pesé aussi de son poids. Nous observons aussi qu'il y a une fragilité
institutionnelle depuis cette dissolution, mais pas seulement en réalité. On assiste à une espèce de radicalité politique depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir. Il y a une espèce de langage et puis de prise de décision, d'action qui frise justement une espèce d'hystérisation de la vie politique en France. Donc, on en paye le prix aujourd'hui. Ce n'est évidemment pas par hasard, comme l'a souligné notre ami Brahimi aussi, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui le Rassemblement national, l'extrême droite, arrive en tête des élections parce qu'il y a un long cheminement, notamment depuis l'arrivée de Sarkozy, encore une fois, mais pas seulement, parce que depuis 1981, depuis les élections qui ont basculé à gauche en 1981, le Front National a été une variable d'ajustement politique entre la droite et la gauche, à qui va utiliser cette frange politique, cette organisation pour pouvoir affaiblir l'autre camp. Et on a bien vu que l'irruption de l'extrême droite s'est faite à ce moment-là et petit à petit a grignoté du terrain. Et non seulement du fait que c'était encore une fois une variable d'ajustement, mais aussi elle a pris racine dans les médias qui sont devenus de plus en plus il y a un rapport avec les programmes des uns et des autres, mais encore une fois, c'est le résultat d'un matraquage médiatique et des jeux politiques souterrains et aussi des lobbies influents en France qui ont voulu faire émerger cette frange qui a ses racines aussi bien à Vichy en France que dans l'OAS en Algérie et qui porte un germe de dangerosité, évidemment, pour lequel il va falloir avoir une vigilance accrue et une mobilisation de notre immigration, de notre diaspora pour faire face à d'éventuelles actions qui iraient à l'encontre des intérêts de notre immigration. On en parle dans un instant. Asdine Toumi est avec nous. Asdine Toumi, comment est perçu, comment vous aussi, en tant que citoyen algérien, en tant que militant, analyste, comment vous percevez ce premier tour des législatives? Je pense qu'il y a deux approches sur ce débat. Il y a d'abord l'approche sur laquelle s'est étalé vos deux invités, nos amis Seherish notamment et Sebrahim, concernant la montée de l'extrême droite, les raisons, l'histoire, etc. Et puis, il y a le volet démocratique du jeu politique en France. Je pense que l'alternance au pouvoir est naturelle dans un pays démocratique. En tout cas, ça donne une chance au peuple de choisir une fois, après de changer d'avis dans 5 ans, d'opter pour quelqu'un d'autre, de donner sa voix à quelqu'un, la lui enlever 5 ans après, etc. On a vu ça avec Sarkozy, avec François Hollande et avec Macron, etc. et d'autres bien avant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les Algériens suivent de très près ce qui se passe pour deux choses. D'abord, il y a le regard, il y a en deux choses plutôt. Il y a le regard du régime, du pouvoir, parce qu'il est appelé à collaborer ou à travailler ou à exercer avec soit le même régime d'avant, soit une autre équipe. Donc, il appréhende plus ou moins l'arrivée de l'extrême droite. Peut-être Seherish et Sebrahim diront des choses là-dessus, eux qui vivent en France, donc ils connaissent très bien comment ça se passe.
Après, il y a le regard du peuple. Le regard du peuple, bien sûr, parce qu'il y a une relation extrêmement étroite entre les deux peuples via la diaspora qui est très présente en France. Il n'y a pas un Algérien, il n'y a pas une famille algérienne, pratiquement notamment du Nord, qui n'a pas un membre de famille, au moins, qui vivent en France. Donc, c'est ça la réalité. Donc, il y a de l'inquiétude quant à l'avenir de cette diaspora en France, même les binationaux, parce qu'on a vu le discours de l'extrême droite dépasser toutes les limites jusqu'à dire que certains binationaux, on ne peut pas leur faire confiance pour certains postes de responsabilité, etc. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que ce que je retiens, c'est que une partie des électeurs, une partie du peuple français aujourd'hui épouse les idées du Rassemblement national. Donc voilà, l'inquiétude, elle est là. Est-ce que M. Jordan Bardella aura l'occasion? C'est pour cette raison que peut-être Emmanuel Macron avait pris ce risque de donner cette chance au Rassemblement national d'accéder à la responsabilité pour le mettre à l'exercice du terrain et pour apporter la preuve au peuple français que voilà, exercer le pouvoir est une chose, être dans l'opposition. On sait très bien que dans ces cas-là, notamment dans une démocratie comme la France, être dans l'opposition, c'est une zone de confort, etc. Pas comme chez nous, parce que chez nous, l'opposition, c'est beaucoup plus de la résistance. Il y a de la répression, il y a un manque de liberté. Donc peut-être pour ça que une fois le Rassemblement national, une fois qu'ils arriveront à Matignon, ils vont être confrontés à la réalité du terrain. Et c'est ce qui s'est passé en Italie avec Meloni. Donc une fois arrivé au pouvoir, elle a été confrontée à d'autres réalités. Et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que la mobilisation va être assez importante pour encore une fois faire barrage à ce mouvement d'extrême droite raciste d'arriver au pouvoir. Je reviens à vous, Azin Toumi. C'est vrai que l'exemple de Mme Meloni est peut-être bien, mais en discutant aussi, Hassan Helal, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est vrai que les relations entre l'Italie et l'Algérie et son histoire ne sont pas la même. Alors tout à l'heure, il me semble, vous avez parlé de 63%, c'était plutôt des sondages hier après-midi, je savais que c'était beaucoup plus. 66,71% sont allés voter hier, donc à savoir 32 911 132 Français et Françaises qui sont allés voter hier ou qui ont voté un peu en amont dans certains pays, donc près de 33 millions sur 49 millions d'électeurs et d'électrices. On va écouter. Alors, Azin Toumi vient de nous dire effectivement que le Rassemblement national, le Front national fait croire qu'à une politique mais en attendant, c'est un parti qui monte. On écoute ici Jordan Bardella, notamment sur le droit du sol. Je supprimerai le droit du sol. Si je deviens Premier ministre du pays au début du mois de juillet, je ferai de la question de l'immigration et du contrôle de nos frontières l'une de mes priorités. Et ça tombe bien parce que c'est aussi la priorité des Français. Et donc je ferai voter dès les premières semaines de mon action par le Parlement une loi immigration qui aura notamment dans un premier temps vocation à faciliter les expulsions de délinquants, criminels et islamistes étrangers en levant les contraintes administratives qui s'appliquent. Et surtout, je supprimerai le droit du sol. C'est un message clair. Je dis avec moi, la France n'aura plus vocation à être un pays d'immigration massive incontrôlée. Nous choisirons de manière minime, mais nous réduirons drastiquement et considérablement le flux. Brahim Younsi, alors si vous voulez peut-être apporter peut-être 2-3 éléments, Hassan Helal nous parlait notamment de ces médias qui ont aussi effectivement apporté un certain nombre d'éléments dans la croissance ou dans le message à faire passer notamment du RN depuis toutes ces années, mais il y a aussi peut-être cette politique de gauche et puis aussi cet abstentionnisme, hein. On sait quand même que depuis plusieurs années, alors ça vote en France, ça c'est clair, mais il y a aussi cet abstentionnisme. Alors peut-être ajouter un élément là-dessus, mais surtout je voudrais qu'on entre, vous avez commencé, Brahim Younsi, tout à l'heure, qu'on entre aussi dans le vif du sujet. C'est
ces étrangers, ces Français d'origine étrangère, ces Françaises d'origine étrangère, en France, cette diaspora algérienne, ces personnes aussi qui malheureusement pour plusieurs raisons sont exilées, sont sans papier, etc. Quelles conséquences demain pour eux? Est-ce que réellement il y a un réel danger dans cette politique, dans ce rassemblement national que nous voyons, que nous entendons maintenant pousser petit à petit depuis plusieurs années en France? Vous savez, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir et Jordan Bardella devienne le Premier ministre, il vient d'annoncer, par exemple, la suppression du droit du sol. Il peut, s'il avait la majorité, bien entendu, à l'Assemblée nationale. Puis, évidemment, la loi, il y a la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour le moment, le Sénat n'est pas acquis au Rassemblement national. Faut-il encore, pour que la loi passe, pour que la loi soit promulguée, que le président de la République signe la loi? Une loi ne peut être promulguée que si le président de la République l'a votée. C'est dire que c'est extrêmement difficile. La signe, vous voulez dire, la signe? Oui, bien sûr, mais la promulgue, la signature vaut promulgation, c'est-à-dire la publication au journal officiel. C'est pas demain la veille. C'est-à-dire, non mais c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que si demain l'Assemblée nationale votait une loi, le président français aujourd'hui pourrait faire, prenons l'AME, l'aide médicale d'État, après 3 mois sur le sol français, je suis sans papier, je suis pris en charge de tous soins confondus, urgence ou pas urgence. D'ailleurs, Jordan Bardella proposait clairement de prendre en charge les urgences. Je me casse un col du fémur, il n'y a pas de problème. Mais sur toutes ces maladies où on doit être suivi, des rhumes, des grippes ou des maladies assez importantes, conséquentes ou auto-immunes, c'est niet. Ça veut dire que le président pourrait s'opposer à la promulgation, Abrahim Younsi? Si c'est sa volonté, oui. Ah oui. Et il en a la prérogative, il en a le droit. Très bien. Parce qu'une loi ne peut être appliquée si le président de la République ne l'a pas signée et n'a pas été promulguée. C'est le principe de la République. C'est comme ça que ça se passe. Tout à l'heure, nous avons parlé des 2 préoccupations du Rassemblement national, c'est l'immigration, l'islam, mais aussi, et Jordan Bardella vient de le dire, l'a dit, nous venons de l'entendre, c'est l'insécurité. Et l'insécurité, effectivement, vous m'aviez posé la question, c'est qu'il y a, et mon ami Heresh l'a dit, il y a effectivement des médias qui ont braqué leurs caméras, si j'ose dire, sur la question de l'insécurité, de l'immigration et de l'islamisme, essentiellement la question de l'insécurité. Je ne vais pas citer ces chaînes-là. Mais à mon avis, la question, où il y a plusieurs questions, mais la question fondamentale qui se pose est que, est-ce que, et nous venons de voir l'annonce de M. Bardella, est-ce que la première exigence pour le Rassemblement national et de savoir s'il peut répondre ou s'il est en capacité de répondre aux demandes, aux attentes de ses électeurs. Sur cette question-là, précisément du droit du sol, à mon avis, il ne peut pas y répondre tout seul. Et il y a d'autres questions également. Quand il s'agit de voter la loi et de la promulguer, c'est que le Rassemblement national ne peut pas le faire. Ce droit est celui du président de la République et de lui seul. C'est dire que c'est... On pourrait imaginer, je vais vous retrouver dans un instant, mais en 30 secondes, on pourrait imaginer une situation très complexe. Si on a une Assemblée nationale qui vote la fin du droit du sol, par exemple, et puis derrière, on a un président français qui dit « je signe pas », ça serait un scénario assez particulier. Non, ça c'est déjà arrivé. Et mon ami Heresh, et je salue Sirazdine, je ne l'ai pas fait, s'en souvient certainement également,
parce que je vois qu'il s'intéresse aux questions françaises. C'est arrivé. François Mitterrand était resté très longtemps à ne pas signer certaines lois. Exactement, c'est vrai, oui. Aussi pour Chirac, qui n'avait pas voté certaines lois avec une Assemblée nationale socialiste ou de gauche. C'est dire que cela est déjà arrivé en France. Mais je reviens. Une question, simplement que j'introduis, c'est de savoir, nous venons de voir, il n'y a pas un raz-de-marée véritablement du Rassemblement national, mais est-ce que ces élections, les voix portées sur le Rassemblement national sont des voix d'adhésion ou des voix de protestation? Cela me paraît extrêmement important. J'ai l'impression que ce sont des voix de protestation. Je vais revenir à vous, c'est intéressant. Il faudrait faire une autre émission derrière, mais c'est vrai que c'est un mot qu'on évoque depuis longtemps. C'est une bonne question que vous posez, protestation, vote de barrage. D'ailleurs, ils sont nombreux, hein. Les Républicains, je rappelle, qui pour l'instant ne donnent pas de consignes. Emmanuel Macron dit faire barrage au RN. Jean-Luc Mélenchon dit aussi faire barrage au FN. Pour exemple, Jean-Luc Mélenchon a fait retirer son candidat pour laisser place à Elisabeth Borne, parce que lorsqu'il y a une triangulaire, certains partis ont décidé vraiment de retirer leur candidat, comme je viens de vous les citer notamment à l'instant. Donc, le nouveau Front populaire et la majorité présidentielle qui ont demandé donc à faire barrage contre le RN. Hassan Heresh, bon, vous pouvez effectivement aussi avancer d'autres éléments sur ce qui vient d'être dit, un peu sur ce vote de contestation. Mais je voudrais aussi c'est une question qui se pose, elle est importante. Demain, le Rassemblement national arrive au pouvoir. Est-ce qu'il y a on entend plein de choses sur les réseaux sociaux, il y a aussi de l'humour, des blagues, des avions charters qui partent, il y a pas mal de choses comme ça. Est-ce qu'il y a vraiment de quoi avoir peur demain, notamment lorsqu'on est étranger, issu de l'immigration, lorsqu'on fait partie d'une classe sociale, on est une femme aussi, parce qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui, de groupes féministes qui disent attention au Rassemblement national, leur priorité ce n'est pas le droit des femmes aussi. Hassan Heresh. Oui, effectivement, nous serons dans une situation assez particulière. Je rajouterai un élément à ce qu'a dit mon ami Brahim, c'est qu'au-delà de la possibilité pour le président Macron de ne pas signer des lois qui auront été votées par une éventuelle Assemblée nationale d'extrême droite, ce qui n'est pas encore acquis, hein. Mais il faut savoir aussi qu'il y a le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire qu'à chaque loi que voudra faire voter Jordan Bardella, il est évident qu'il y aura la question de constitutionnalité. Et donc, ça passera au Conseil constitutionnel et ça peut être complètement invalidé. D'autant plus que même si Bardella aura la majorité à l'Assemblée nationale, il n'aura jamais la majorité nécessaire des deux chambres pour pouvoir changer la Constitution. Donc, il y a vraiment loin de la coupe aux lèvres pour Jordan Bardella qui montre ses muscles, mais on verra très bientôt que c'est un tigre au pied d'argile et qu'il se rendra compte que finalement, on est dans une France avec des contre-pouvoirs et qu'il ne fera pas tout ce qu'il voudra faire, qu'il ne répondra pas évidemment aux désirata de l'extrême droite, de l'ultra-droite, des proches, comme je disais, des vichistes et de l'OAS. Donc il aura énormément de difficultés, il va se confronter à une réalité qui va totalement le dépasser. Et j'observe, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à ce que vos invités et vous-même avez soulevé, c'est que les binationaux, il faut se rappeler qu'ils sont 8 millions de binationaux en France, ce qui est une force absolument considérable. Quand on pense que la différence entre le RN et le nouveau Front populaire, c'est 1,5 million de votants,
évidemment 1,5 million de votants qui représentent la moitié des votants. Donc, il y a tous les scénarios possibles dans cet enjeu électoral d'aujourd'hui. Et ce n'est pas encore acquis. De mon point de vue, ce sera extrêmement Vous avez l'air difficile. serein, en tout cas. Il n'y a pas de quoi... c'est une première aussi, hein, vraiment. Alors même si moi je le dis, hein, il n'y a pas de quoi. Enfin, ça fait longtemps que ça tremble à mon avis. Alors maintenant, est-ce que ça s'effondre, c'est une chose, mais il n'y a pas de quoi s'alarmer en fait aujourd'hui. Même si le Rassemblement national la semaine prochaine, même s'il y avait 250 sièges bleus, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour les mois à venir. Je pense très honnêtement que c'est une opportunité historique pour montrer aux Français la faiblesse des thèses de l'extrême droite à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue économique. On a vu un programme qui était très ambitieux et on a vu qu'il y a eu un rétropédalage sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la retraite, qu'il voulait au premier temps réduire à 60 ans, c'est-à-dire revenir sur la loi de Macron, et rétropédalage, donc, où il dit qu'il va faire un audit, qu'il va voir quels sont les états des finances de la France et qu'en fonction de cet état des finances, il prendra des décisions, etc. Donc on voit qu'il y a des tergiversations, des reculades et qu'il va se confronter à une réalité, même si aujourd'hui la Macronie est complètement par terre, elle est en train de mordre la poussière, ça ne veut pas dire que les propositions de Bardella vont être des positions qui permettront la réindustrialisation de la France, qui permettront la relocalisation justement des entreprises françaises qui étaient installées particulièrement en Chine et qui reviendraient sur le terrain français. On verra aussi qu'il va se confronter évidemment aux lois qui régissent l'Union européenne et qui sont supérieures évidemment aux lois nationales, à moins qu'il revienne à son idée qu'il a abandonnée de Frexit, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne comme l'a fait le Royaume-Uni. Donc tout cela, évidemment, d'autres points encore, fragilise particulièrement le pouvoir éventuel de Bardella, et on verra que la conjoncture, aussi bien nationale qu'internationale, vont réduire de façon absolument significative ses prétentions. Il va évidemment baisser ses prétentions et nous allons assister plutôt à une reculade historique et une clarification beaucoup plus importante qu'on ne croit sur le paysage politique français. Juste un dernier mot. Je dois juste revenir à vous, c'est pour ça. Allez-y, je vous laisse terminer. Ce point-là qui a été soulevé sur le droit du sol, il faut rappeler aux téléspectateurs que ce droit du sol existe depuis le début du XIVe siècle, depuis 1315, c'est-à-dire depuis l'époque de Louis X. Donc il est ancré dans l'inconscient collectif français et je vois mal Bardella faire l'impasse de cette donnée culturelle. Merci, je reviens à vous Hassan Hiraj dans un instant. Avec nous Azdine Toumi, bien évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Vous pouvez réagir aussi sur ces dangers, ces conséquences, cette diaspora aujourd'hui qui peut-être peut demain être malheureuse, frustrée, avoir des peurs avec un gouvernement d'extrême droite, mais aussi une diaspora aussi qui souvent malheureusement subit des ISTN, subit des rejets. On a entendu dernièrement, il y a quelque temps, un président algérien qui dit clairement que voilà, qu'un binational ou quelqu'un qui est né à l'étranger, même en tant qu'Algérien, ne pourrait pas donc aspirer à des postes, etc. Avoir votre réaction là-dessus, dans un premier temps, s'il vous plaît. Et dans un deuxième temps, surtout, que fait Abdelmadjid Tebboune à la rentrée? Il pourra assumer un gouvernement Front National?
D'abord, par rapport à votre première bien question. sûr. D'abord, oui, d'abord par rapport à votre première question, toutes ces questions qui concernent la diaspora, ces inquiétudes, mais avant cela, avant que l'extrême droite arrive au pouvoir, d'abord, elle est en train de faire mal à la société française. Elle a déjà fait mal à la société française. Le danger des extrêmes, c'est ça, c'est que avant qu'elles arrivent au pouvoir, déjà, elles sèment la division, elles sèment la haine, le racisme, avec un discours extrémiste, raciste, haineux envers les étrangers, envers une partie des Français, et je dirais entre guillemets, ces violences verbales, elles sont tenues envers des Français qui portent la nationalité française à côté d'une autre nationalité qui est leur nationalité d'origine. Donc voilà. Après, s'ils arrivent au pouvoir, comme l'a dit vos invités, ils seront confrontés à une réalité, comme je l'avais dit. D'abord, les Français vont se rendre compte que cette question d'immigration ne c'est pas elle qui va changer leur quotidien, que dans une société comme la France, il y a une économie à gérer, il y a du tourisme, il y a le secteur financier, l'industrie, la délocalisation, la politique, etc., les libertés. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que l'immigration. Et l'immigration, comme d'autres questions, fait partie d'abord de la construction de la France, de la construction intrinsèque de la France. Ça fait partie de son histoire. Comme l'a dit Hirsch, il y a des questions qui datent il y a des siècles et des siècles. Donc on ne peut pas venir aujourd'hui changer les choses comme ça et tourner le dos à la nature même de ce pays. Donc après, on revient au régime algérien. Le régime algérien, peut-être, il aura de l'appréhension au début parce que c'est nouveau pour lui. Donc, vous savez, dans ce genre de relations, il y a des codes, il y a un passif, il y a une historique. Donc, quand il y a du nouveau, il suffit d'un moment pour prendre ses repères, parce que d'un autre regard d'État à État, la légitimité populaire à l'intérieur. Après, moi je pense qu'il ne faut pas oublier aussi 2027 pour la France. Les législatives, ce n'est qu'une partie de l'enjeu politique que joue l'extrême droite et Macron et la gauche en ce moment. Les regards ils sont tournés vers 2027 certainement. Voilà, c'est une étape. Après l'extrême droite, ça peut être un exercice difficile pour eux. Même s'ils gagnent, ça va être comment dirais-je, ça va être une épreuve devant les Français avant 2027. Peut-être qu'ils vont échouer dans cette épreuve et 2027, la France sera épargnée dans ce poste suprême qui est la présidence de la République. Après, merci. Macron, il a un calcul derrière. Pour Attal ou quelqu'un d'autre pour 2027. Mais en tout cas, l'enjeu, il est global. Merci Azin Toumi d'avoir été avec nous. Brahim Nounsi, je reviens à vous les 20h47. Il nous reste vraiment 3 minutes d'émission. Ça va aller vite. Brahim Nounsi, une réaction aussi sur ces deux communautés, cette diaspora qui voyage entre peut-être les deux pays. Comment elle pourrait-elle se positionner demain dans les différents accueils? Et puis 2-3 mots que vous voulez peut-être aussi ajouter. Je n'ai pas bien compris la question. Peut-être cette diaspora qui est parfois mal accueillie par ce pouvoir actuel en Algérie, qui est parfois un peu souvent discriminée, des ISTN, on ne fait pas de politique, on n'aspire pas à des postes parfois à pouvoir, c'est ce qui a été annoncé, et puis aussi d'une diaspora notamment algérienne qui se retrouve aujourd'hui dans un pays avec un rassemblement national tout de même. Oui, mais je ne sais pas ce que le pouvoir d'Alger peut faire sur cette question-là, précisément, parce que c'est une question de souveraineté nationale française, qu'on le veuille ou non. La question, me semble-t-il, qui se pose, c'est la question des exigences en France. Et ensuite, nous ne l'avons pas soulevée de façon profonde, mais nous l'avons effleurée. Et cela répond à ce que disait Siazdine à l'instant, c'est dire que les relations algéro-françaises
et nous savons quelles sont les implications de la probable ou de la possible victoire du Rassemblement national dimanche prochain. Mais c'est dire que les implications, il y aura des implications, des conséquences entre les deux pays si l'accord, essentiellement l'accord du 27 décembre 1968 est remis en cause parce qu'il touche essentiellement la communauté algérienne ou les Algériens, j'allais dire d'Algérie, nos frères algériens qui ne pourront peut-être pas venir en France alors qu'à l'époque, il suffisait d'une simple pièce d'identité pour pouvoir venir en France. Et c'est le pouvoir d'Alger qui a soulagé la France parce qu'il avait instauré une autorisation de sortie pour les Algériens et qui ne pouvaient plus, hélas, sortir de chez eux. Voilà. Mais il y aura des implications si le Rassemblement national parvenait au pouvoir. Merci. On y reviendra la semaine prochaine, bien évidemment, les accords de 68. Hassan Hirej, vraiment 30 secondes. Je suis désolé, je vais devoir rendre l'antenne très rapidement, s'il vous plaît. D'abord, il faut dire que toutes les mesures radicales que propose le Rassemblement national ont été des mesures qui ont été déjà annoncées par Sarkozy quand il était en campagne électorale. Et on a vu qu'une fois élu, il n'a pas été capable d'assumer ni d'assurer en ce qui concerne les mesures anti-immigration, bien au contraire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme c'est l'immigration algérienne qui est particulièrement visée, je pense qu'il se rendra compte que aussi bien l'immigration algérienne que l'Algérie sont des facteurs puissants. Il verra que dans le jeu France-Algérie, l'Algérie est un pays puissant. Et il verra aussi que quand il parle de l'insécurité, il verra que l'insécurité sanitaire, elle dépend des médecins algériens, des infirmières algériennes. Il verra que l'insécurité de l'emploi dépend essentiellement justement des centaines de milliers d'emplois, notamment dans le secteur des métiers de la bouche, de l'hôtellerie, des Algériens. Et il verra aussi que la sécurité au sens propre du terme dépend des petites sociétés, des immigrés algériens ou des franco-algériens qui protègent les églises, qui protègent les synagogues, les centres commerciaux, les grands carrefours, etc. Merci, pardonnez-moi vraiment, je suis désolé. Que nous sommes une immigration puissante et que nous n'allons pas nous faire... Merci, vous y reviendrez certainement la prochaine fois. Bonne soirée à tous les trois. Merci à tous, le programme continue.